vais commencer par rappeler une période qu'on a un peu oubliée, celle des années 70. Dans les années 70, il y a aux États-Unis, il y a deux rapports qui vont susciter un immense débat, des rapports d'économistes et de scientifiques. D'abord le rapport Meadows en 1972. Ce rapport qui est rédigé par trois chercheurs du MIT, donc le très prestigieux Institut du Massachusetts pour les technologies. Et donc ce rapport Meadows est un rapport dont l'intitulé est intéressant. Il s'appelle Sur les limites de la croissance. Donc sur les limites de la croissance, c'est un rapport très difficile à lire. En vérité, personne ne l'a lu aujourd'hui. Tout le monde en parle sans l'avoir lu. C'est un rapport qui est bourré de mathématiques, c'est un rapport extrêmement savant, compliqué, mais qui aboutit à une conclusion qui va avoir une postérité très longue, c'est que le développement capitaliste n'est pas tenable, que la croissance capitaliste n'est pas tenable. Et à l'époque, on ne plaide pas encore pour la décroissance, mais on plaide pour ce que ce rapport appelle la croissance zéro. Donc pour les limites de la croissance, avec l'idée que si on continue comme ça, eh bien la pollution va envahir la planète. À l'époque, on pense surtout à la pollution, mais aussi apparaît l'idée d'empreinte écologique. C'est-à-dire l'idée, vous savez, l'empreinte écologique, c'est la surface qui est nécessaire pour faire vivre une population, la surface de la planète qui est nécessaire pour faire vivre une population, que ce soit d'ailleurs la population d'une ville, d'une région, d'un pays ou de la planète tout entière. Et déjà apparaît l'idée dans ce rapport qu'il faudra bientôt plusieurs planètes pour alimenter le développement industriel moderne. Évidemment, si les pays du tiers-monde rentrent eux aussi dans cette logique capitaliste, ce sera intenable. D'ailleurs, je vous donne un petit indice, une série de chiffres qui sont très parlants. Il y a aujourd'hui, enfin ce sont les chiffres de 2011, mais ça n'a pas beaucoup changé, il y a aujourd'hui 10 voitures pour 1000 habitants en Inde. Il y a 40 voitures pour 1000 habitants en Chine, et il y a 600 voitures pour 1000 habitants en Europe et 900 aux États-Unis, un petit peu plus en Californie, comme toujours. Et donc on dit que si la Chine avait le même nombre de voitures que les Californiens, ou même que les Européens, eh bien il faudrait plusieurs planètes. C'est ça l'empreinte écologique, il faudrait plusieurs planètes pour alimenter le développement industriel. Et donc on est évidemment dans l'après-68, là je reviens à 1972, on est dans l'après-68 et donc dans cette idée qu'il faut anéantir le capitalisme, qu'il faut mettre fin en tout cas à la croissance capitaliste, qu'elle n'est pas tenable et qu'elle va dévaster la planète. Rapport Meadows, donc il y aura encore une fois des conséquences considérables, jusque bien sûr aujourd'hui sur les théories de la décroissance. Et puis vous avez un deuxième rapport, plus exactement ce qu'on va appeler le paradoxe d'Easterlin, qui apparaît 2 ans après, mais tout à fait dans le même contexte. Richard Easterlin est un économiste américain et il a longtemps enquêté sur la question du bonheur, et donc j'y reviens, et il défend un paradoxe qui va être très critiqué lui aussi évidemment, mais enfin qui est tout de même intéressant et qui va lui aussi alimenter les théories de la décroissance. Il défend un paradoxe, le fameux paradoxe d'Easterlin, donc en 1974, selon lequel la croissance ne rend pas heureux. Donc il montre qu'au cours du XXe siècle, la croissance américaine a été extraordinaire, qu'elle a été... Je dis n'importe quel chiffre, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin disons de 200%, quelque chose comme ça. Une croissance absolument exceptionnelle. Le niveau de vie des Américains a augmenté de manière extraordinaire entre 1900 et 1974. Donc il fait toutes sortes d'enquêtes sur le sujet. Et il fait des enquêtes donc, sur le bonheur ressenti, c'est-à-dire l'origine première, je crois, de ce qu'on va appeler l'économie du bonheur. Je vous renvoie d'ailleurs à 2 petits livres tout de suite, c'est mon côté vieux prof, à 2 petits livres qui s'appellent justement L'économie du bonheur. Un petit livre de Lucie Davoine qui est très intéressant parce qu'il est plein d'enquêtes et de statistiques, est assez intéressant sur l'économie du bonheur. Et puis le livre de mon amie Claudia Sénic qui est aussi intéressant, qui s'appelle aussi L'économie du bonheur. 2 tout petits livres mais plein d'enquêtes passionnantes sur le bonheur ressenti par les populations. D'ailleurs, il apparaît que la France s'est classée 62e sur 63 dans l'optimisme. Vous voyez que... C'est assez amusant d'ailleurs parce qu'évidemment, objectivement c'est ridicule, mais subjectivement c'est vécu comme ça. Et donc économie du bonheur, paradoxe, donc la croissance ne rend pas heureux, l'augmentation du niveau de vie ne rend pas heureux. Les écologistes sont ravis, dans le sillage du rapport Meadows, on dit, voyez, non seulement le capitalisme va dans le mur, le développement capitaliste va dans le mur, mais en plus ça ne rend pas les gens heureux, et donc ça alimente évidemment l'idéologie de la croissance zéro. Donc le rapport Meadows était
commandité par le Club de Rome, qui était un club à la fois de hauts fonctionnaires de l'OCDE, mais aussi de chefs d'entreprise. Il y avait par exemple un des patrons de Fiat dans ce Club de Rome. Et donc, c'est des gens qui réfléchissaient aux effets pervers de leur propre système, le système capitaliste. Et on a donc évidemment un renforcement de cette critique du capitalisme avec ce fameux paradoxe d'Easterlin, puisque non seulement, encore une fois, la croissance est censée anéantir la planète, mais en plus elle ne nous rend pas heureux. Comment Easterlin explique-t-il ce paradoxe? Parce qu'on attendrait que la croissance nous rende plus heureux, que l'augmentation du niveau de vie, de la qualité de la vie nous rende plus heureux. Alors évidemment, encore une fois, ce rapport sera très critiqué, ce paradoxe sera critiqué par nombre d'économistes, mais il a évidemment des arguments assez forts, et au fond, il y a trois arguments forts pour expliquer pourquoi la croissance ne nous rend pas heureux, pourquoi l'augmentation du niveau de vie ne nous rend pas heureux. Enfin, comme disait ma gardienne, l'argent ne fait pas le bonheur. On peut aussi dire aussi les choses plus simplement, c'est assez simple finalement. Mais enfin là, c'est argumenté de manière assez astucieuse et assez documentée. Ce qui empêche l'augmentation du niveau de vie de nous rendre heureux, c'est la jalousie. Nous sommes pétris d'envie, nous sommes pétris de jalousie, et il y a toujours quelqu'un de plus riche à côté de nous. Il y a toujours un voisin qui a une voiture plus grosse, qui a une femme plus ravissante, ou un mari plus somptueux, qui a un bateau plus grand, ou que sais-je encore. Et donc, ce qui gâte le bonheur, c'est la comparaison avec autrui. Donc il y a cette idée, d'ailleurs, qui a des racines assez profondes, que l'une des passions démocratiques les plus puissantes dans le monde de l'égalité, c'est l'envie et la jalousie. Et c'est déjà ce que disait Tocqueville, hein. L'une des origines de la Révolution française pour Tocqueville, c'est la jalousie des bourgeois à l'égard des nobles. L'idée que quand on a au fond les mêmes qualités, mais qu'il y a des différences sociales, économiques et juridiques très grandes, les nobles ont leurs tribunaux, les bourgeois trouvent ça absolument scandaleux, puisqu'ils ont le même mode de vie, ils sont souvent plus cultivés, ils sont souvent tout aussi distingués dans les mœurs, et ce décalage entre des mœurs égales et des statuts juridiques différents est explosif. Eh bien, c'est la même chose dans le monde de l'égalité d'aujourd'hui, qui est celui déjà de Tocqueville, au fond. Eh bien, la jalousie et l'envie nous gâtent le bonheur. Et puis la deuxième explication, qui est plus, à mon avis, plus forte, c'est l'adaptabilité très grande que nous avons au progrès. Si on augmente le salaire de quelqu'un, je ne sais pas, si on augmente son salaire de 40-50%, même en prenant des chiffres énormes, eh bien, il éponge très vite le plaisir qu'il a ressenti à cette augmentation. Et d'ailleurs, les économistes du bonheur vont en tirer une loi assez générale. Ce qui rend heureux, c'est la dynamique, et ce qui rend malheureux, c'est la régression. Hein. Et donc, on s'habitue très vite. Vous changez votre vieille Peugeot contre une belle Mercedes, vous vous habituez très rapidement. Pendant 3 mois, ça vous fait plaisir de vous retrouver au volant d'une belle voiture, mais très rapidement, vous vous habituez à cette voiture et ça vous paraît tout à fait normal. En revanche, si on vous la pique, vous le prenez mal. Généralement, c'est dans l'autre sens, c'est mal vu. C'est pour ça que, comment dire, si c'est vrai qu'on s'habitue à la croissance, on s'habitue mal à la décroissance. Ce sera d'ailleurs une des objections majeures contre le paradoxe d'Easterlin. Et puis il y a une troisième raison qui est plus puissante encore, et qui est intéressante cette fois-ci. C'est plus intéressante à mon avis, c'est l'idée que la logique de la consommation, la logique des sociétés de consommation, est identique ou analogue à la logique de l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué? Un drogué, c'est quelqu'un qui, passé un certain seuil, ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. Augmenter les doses, parce qu'il ne sent plus rien, rapprocher les prises, parce qu'il en a de plus en plus besoin, il est dans l'addiction. Donc augmenter les doses, rapprocher les prises, c'est la définition du client idéal d'un supermarché. C'est celui qui irait faire les courses plus souvent et qui achèterait d'autant, enfin toujours plus. Et donc on voit qu'il y a une structure addictive du capitalisme et que cette structure addictive est évidemment aussi une structure déceptive. C'est toujours décevant. C'est la logique de Don Juan. C'est toujours décevant, la consommation addictive est toujours décevante parce qu'on se retrouve toujours en manque. Vous trouvez ça déjà dans Lucrèce, dans le De Rerum Natura, a magnifiquement analysé cette logique absurde de la consommation. C'est le tonneau des Danaïdes, hein, dit Lucrèce. Il fait allusion donc à cet épisode célèbre de la mythologie grecque. Et donc on serait dans des sociétés addictives, des sociétés d'addiction, et qui donc nous rendent heureux comme la drogue sur le moment, mais pas sur le long terme et pas sur le fond.
voyez l'idée? Et donc ces trois explications rendraient raison du paradoxe d'Easterlin. Je pense qu'il y a... allons plus loin. Je pense que pour autant qu'il y ait quelque chose de vrai dans le paradoxe d'Easterlin, et ce qui est probablement vrai, c'est qu'en effet, c'est la dynamique qui nous rend heureux et la régression qui nous rend malheureux. D'ailleurs, ça explique la hiérarchie des pays que j'évoquais tout à l'heure. Je disais la France est 62e sur 63 dans l'indice de malheur. Vous avez vu peut-être qu'il y avait, il y a 3-4 ans, mon ami Dominique Régnier avait fait une enquête, une très grande enquête sur l'optimisme ou le pessimisme des jeunes dans le monde entier. Et on voyait que là encore, les jeunes Français étaient au niveau des Irakiens ou des Afghans, juste après les Grecs. Enfin, tout ça a été un peu absurde, donc extrêmement pessimiste. 17% des jeunes Français dans cette enquête qui a 3-4 ans étaient optimistes sur leur avenir, alors qu'on arrivait à des chiffres genre 92% en Inde, en Chine, ou 80% ou 85% aux États-Unis. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est de cet ordre-là. Et donc on voyait bien que les pays qui étaient en progrès étaient optimistes, même s'ils partaient de très bas. Et les pays qui, même partant de très haut, comme la France, vivaient comme en régression dans le contexte de la mondialisation, étaient extrêmement pessimistes. Donc ce n'est pas la question de savoir d'où on part. On peut partir de très bas et être heureux parce que ça progresse. On peut partir de très haut, d'un très haut niveau de vie, et être malheureux parce que ça régresse. Hein. Et donc je pense qu'il y a une explication qui est plus profonde. En tout cas, moi, elle m'intéresse plus. Elle est peut-être plus vraie en même temps. Quelquefois, ce n'est pas la même chose, mais enfin, peut-être que ça se rejoint en l'occurrence. Je pense que l'analyse que Schumpeter fait des sociétés capitalistes est beaucoup plus pertinente pour expliquer le côté décevant des sociétés capitalistes, c'est-à-dire à la fois leur côté exaltant et leur côté décevant. J'avais évoqué devant vous il y a quelque temps la notion de tragique. Schumpeter a typiquement une vision tragique de l'économie. Le tragique, ce n'est pas le pessimisme, c'est au-delà du pessimisme et de l'optimisme. Le tragique, c'est l'idée grecque, c'est vraiment le cœur de la tragédie grecque. Le tragique est une catégorie extramorale. Il est par-delà le bien et le mal, pour parler comme Nietzsche. Le tragique, c'est l'idée qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de progrès sans une face négative du progrès. Dans la tragédie grecque, ce qui caractérise le tragique grec, c'est le fait que les héros tragiques ne sont pas des salauds, ce ne sont pas des héros immoraux. Oedipe, par exemple, il a épousé sa mère, il a tué son père, mais comme disent les enfants, il n'en a pas fait exprès. Et donc, en fait, c'est un type bien, c'est un très bon roi, c'est un excellent père de famille, mais il se trouve que dans sa trajectoire, il y a une face d'ombre, indépendamment de ses qualités ou de ses défauts sur le plan éthique. Quand Créon et Antigone se disputent, les deux ont raison. Antigone a raison de défendre son frère, Créon a raison de défendre la cité, et on a affaire dans les tragédies grecques, comprenez bien cette catégorie du tragique, elle est très importante. Dans la tragédie grecque, on a toujours affaire à des points de vue qui s'opposent, qui se déchirent, mais qui sont également légitimes. Hein, Créon a raison, Antigone a raison, les deux défendent des points de vue qui sont irréconciliables, mais ce sont deux légitimités qui s'affrontent, c'est pourquoi seule la mort peut régler le problème. Et voyez bien que cette approche des conflits est beaucoup plus pertinente la plupart du temps que l'approche moralisatrice. Si j'étais palestinien, je serais probablement antisémite, et si j'étais un jeune israélien, je détesterais probablement les Palestiniens. En tout cas, il y a des grandes chances pour que ce soit comme ça, ou des grands risques pour que ce soit comme ça. Si j'étais ukrainien de l'Est, je trouverais Poutine formidable, et si j'habitais à Kiev, je trouverais que c'est un salaud. Il y a là des légitimités qui sont très fortes, qui s'affrontent, qui se déchirent, et dans la plupart des conflits, c'est rare qu'on ait affaire à Hitler ou à Daesh. C'est rare qu'on ait affaire à des salauds exclusifs. La plupart du temps, il y a des légitimités qui s'affrontent et qui sont à peu près équivalentes. Et qui se défendent en tout cas, même si elles ne sont pas tout à fait équivalentes. Et Schumpeter, de ce point de vue-là, est un penseur tragique, contrairement à Marx. Marx est un penseur fondamentalement chrétien. C'est paradoxal de le dire, mais c'est la vérité. Marx pense que l'histoire est l'histoire de la contradiction, de la lutte des classes, comme il le dit, mais ça se termine bien. Il y a un happy end. Il y a une société sans classe, sans État, sans exploitation, qui s'appelle le communisme, qui apparaît à la fin. Chez Schumpeter, chez Max Weber et chez Nietzsche, et même chez Freud, il n'y a pas de réconciliation possible. Le réel est déchirant,
sans qu'un happy end soit imaginable. Et chez Schumpeter, ça donne l'idée suivante, c'est que le capitalisme est un système de progrès extraordinaire, un système d'innovation qui apporte des bienfaits à l'humanité absolument extraordinaires. Hein. Prenons un exemple tout simple, l'espérance de vie des vieux Européens que nous sommes, l'espérance de vie des Français, elle a été pratiquement multipliée par 3 depuis les premières statistiques que nous avons, c'est autour de 1750. Notre niveau de vie a été multiplié par 20. Donc notre espérance de vie, je disais, par 3. Depuis 1950, nous ne vieillissons, disent les démographes, que de 9 mois par an. L'espérance de vie des Français en 1950 était de 63 ans en moyenne, hommes et femmes confondus. Elle est de plus de 80 ans aujourd'hui. Donc le capitalisme apporte des innovations médicales, politiques, scientifiques, techniques qui sont extraordinaires. Mais il est en même temps une logique de destruction créatrice, comme dit Schumpeter. Et vous savez que je préfère dire innovation destructrice, parce que ce n'est pas la destruction qui crée, mais c'est l'innovation qui détruit les mondes anciens. Et qui détruit les mondes anciens, en vérité, dans tous les domaines. Je vous lis le texte de Schumpeter, il y en a 1000, mais j'ai retrouvé celui-là que je trouve parfait, et qui indique bien ce côté tragique de ce rouleau compresseur d'innovation destructrice permanente qu'est le capitalisme. Évidemment, il écrit ça contre Marx. Hein. En fait, dit-il, écrit-il, l'impulsion fondamentale qui maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux entreprises amalgamées telles que US Steel constituent d'autres exemples de même processus de mutation industrielle permanente. Si l'on repasse cette expression biologique, elle est très bonne l'expression biologique, il y a des mutations au sens darwinien du terme, hein, qui révolutionnent incessamment de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement les éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Autrement dit, on détruit en permanence l'ancien, on crée en permanence du neuf. Ceci compense peut-être cela. Le nouveau compense l'ancien. Mais pour tous ceux qui sont attachés à l'ancien, c'est évidemment un mouvement insupportable. Et je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle que consiste en dernière instance le capitalisme. Et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. Innover en permanence, détruire en permanence. Destruction créatrice, innovation destructrice. Et si vous voulez, peut-être pour bien comprendre, ça paraît superficiel, mais ça ne l'est pas. La structure du capitalisme, c'est très exactement la structure de la mode. La mode vestimentaire. La mode n'existe que dans les sociétés capitalistes. La mode n'apparaît, la mode au sens où nous l'entendons, raccourcir les jupes ou rallonger les jupes chaque 3 ans. Cette logique de l'innovation permanente, elle n'existe qu'à partir du 19e siècle en vérité. Dans toutes les sociétés traditionnelles, donc les sociétés qui ignorent la logique du capitalisme, dans toutes les sociétés qu'on appelle traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés qui sont organisées à partir du passé, et donc du respect des coutumes, des anciens, des ancêtres, des dieux, les sociétés qu'on appelait primitives, naguère encore, qu'on a appelées sauvages avec Lévi-Strauss, et puis qu'on appelle maintenant traditionnelles, parce qu'en effet, ce sont des sociétés dont la temporalité est le passé. Respect des coutumes, respect des traditions. Eh bien, dans ces sociétés, la mode n'existe pas. Le sari indien, il reste le même pendant des millénaires. Même coupe, même tissu, même couleur. Le kimono japonais, ça ne bouge pas. La toge romaine, ça ne bouge pas. C'est seulement dans les sociétés capitalistes qu'on va voir apparaître cette logique de l'innovation permanente sur le plan vestimentaire, sur le plan cosmétique, et qui est en quelque sorte la superstructure, pour parler comme Marx, le reflet de la logique du capitalisme, avec une seule finalité, une seule. La seule finalité de la mode, c'est de démoder. C'est de faire en sorte que ce que vous avez dans votre armoire, même si ça vous protège encore de la pluie et du froid, vous ne puissiez plus le mettre. Si j'étais arrivé en pâte d'œuf avec une chemise orange et un col à manger de la tarte, je serais ridicule. Et des pâtes comme Emmanuel Macron, il n'y a que lui qui peut se permettre ça, je serais totalement ridicule. Eh bien, lui, il y arrive. Bon, très bien, il est charmant et sympathique cet homme, et je n'ai que des choses aimables à dire sur lui. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un petit côté comme ça, volontairement démodé, ça passe pas toujours. Et en tout cas, le pâte d'œuf, ça se porte plus gai. Et je dois encore avoir ça quelque part dans une armoire. La logique du capitalisme, c'est la logique du démodage. Voilà pourquoi je préfère parler d'innovation
d'innovation destructrice plutôt que de destruction créatrice, parce qu'encore une fois, c'est l'innovation qui renvoie aux oubliettes du passé tous les éléments qui y sont accrochés. Et ce que je voudrais simplement ajouter par rapport à Schumpeter, encore que ça se trouve chez lui, c'est un type génial, donc évidemment tout ça est quand même plus ou moins présent chez lui. Il faut généraliser l'analyse de Schumpeter. Autrement dit, cette logique de la mode et du démodage permanent, qui est la logique de ce qu'on a tous dans la poche, ça c'est vraiment l'objet schumpeterien par excellence. Rien n'est plus sujet à l'innovation destructrice que cette petite chose. Chaque fois, Apple fait en sorte qu'on soit obligé d'acheter le nouveau modèle, et quand il n'a rien à dire et rien à inventer, il change la connectique. Ce qui est du racket, mais ça revient au même. On est quand même obligé de changer les chargeurs. Et c'est vraiment un objet schumpeterien, c'est peut-être l'objet sur lequel la mondialisation pèse le plus fort aujourd'hui, c'est-à-dire la logique de la concurrence et donc de la pression à l'innovation. Eh bien, il faut ajouter la chose suivante, c'est que cette logique d'innovation destructrice, elle ne vaut pas simplement pour les ordinateurs, pour les voitures, pour les vêtements, mais elle vaut aussi dans le domaine spirituel et moral. Et c'est là où je veux en venir, c'est ça qui m'intéresse dans l'analyse de Schumpeter. Prenez l'exemple de l'art contemporain, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais c'est assez fascinant. L'art contemporain, Schumpeter avait la formule, il disait c'est un art capitaliste. Pourquoi un art capitaliste? Si vous allez à la FIAC, c'est très frappant. La seule finalité de l'art contemporain, c'est d'innover et de rompre avec le passé. Il n'y a pas de finalité de beauté, presque tout le monde a abandonné l'idée de beauté comme une idée complètement archaïque. Le sens est assez médiocre la plupart du temps, il est très faible, mais il s'agit d'innover et de rompre avec la tradition. Art capitaliste par excellence, et du reste, c'est assez frappant, l'artiste est de gauche mais l'acheteur est de droite. C'est très frappant. L'acheteur, c'est François Pinault, c'est Marc Ladreit de la Charrière, c'est Carmignac, c'est Bernard Arnault, que sais-je encore. Mais l'acheteur est fasciné par des artistes qui illustrent en quelque sorte la logique qui est la sienne, c'est-à-dire la logique de l'innovation destructrice, la logique du capitaliste. Et en revanche, l'artiste lui-même, il est bohème. Il est bohème, c'est-à-dire qu'il transgresse, donc il innove, il rompt avec la tradition. Il y a un petit texte de Duchamp qui m'a toujours fait rire, parce que bon, Duchamp n'était pas dupe de toutes ces âneries, mais parce que c'était un homme intelligent. Il y a un texte de 1913 qui s'appelle modestement, devant un parterre d'Américains ébahis, ça s'appelle « Apropos of myself ». Voilà, un grand sujet, comme vous voyez. Et évidemment, donc, il explique devant un parterre d'Américains absolument ébahis qu'il a changé 6 fois de style dans la même année. Il a rompu avec lui-même. Ça, c'est le sommet de l'art contemporain. Il rompt avec lui-même parce qu'il est tellement génial qu'il ne peut pas se laisser enfermer dans sa propre génialité du mois dernier. Il faut qu'il rompe 6 fois dans l'année avec lui-même. Et évidemment, on applaudit à tout rompre parce que c'est l'image même de l'innovation destructrice, de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Encore une fois, le bourgeois et le bohème se sont réconciliés dans la figure de l'innovation. C'est pas pour rien qu'on a inventé le terme de bobo, le bourgeois bohème. Les deux se sont réconciliés dans la figure de l'innovation. Encore une fois, dans le marché de l'art, l'artiste est de gauche parce qu'il transgresse et qu'il renvoie le passé aux oubliettes, mais l'acheteur est de droite. Du reste, aucun d'entre nous ne pourrait acheter un Damien Hirst ou un Jeff Koons. Le veau au formol s'est vendu 13 millions d'euros, ce qui fait quand même cher le kilo de veau. Et je pense que s'il y en a un dans la salle qui peut acheter ça, il peut quitter la salle tout de suite et arrêter ses études. Il peut faire autre chose. On a donc là quelque chose qui est tout à fait typique de cette logique du capitalisme, c'est que, encore une fois, la rupture avec la tradition ne vaut pas simplement, ou la rupture avec le passé, avec les objets anciens, ne vaut pas simplement pour les voitures, les ordinateurs ou les smartphones, mais ça vaut dans tous les domaines, y compris dans le domaine spirituel. Le mariage gay, quoi qu'on en pense, qui ne me gêne absolument pas personnellement, parce que je pense que la société démocratique, c'est la coexistence pacifique de modes de vie différents, et qu'en plus, ça ne retire rien aux autres. Je pense que les catholiques peuvent toujours se marier à l'église, les musulmans à la mosquée, les juifs à la synagogue, si ça leur convient, et que ça ne retire rien à personne. Mais peu importe, le mariage gay est typiquement une invention schumpeterienne. Le mariage gay, c'est une rupture avec une conception traditionnelle de la famille qui était fondée sur la filiation. Et je comprends parfaitement, je le dis sans ironie, moi qui ai défendu ce mariage gay dans le Figaro et qui ai reçu des centaines de lettres d'injures à ce sujet, je comprends parfaitement que mes amis catholiques ou juifs ou musulmans soient horrifiés
par ce mariage gay, parce qu'ils considèrent que c'est une rupture avec une conception de la famille qui a vécu pendant des centaines d'années, peut-être même pendant des milliers d'années. Donc je les comprends parfaitement. La loi générale est la suivante. Je vais pas... je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Tiens, si je vous en donne quand même encore un, parce qu'il est fascinant, c'est l'exemple de l'information. L'exemple de l'information, c'est vraiment fascinant. Quand vous écoutez la radio, les médias chauds d'une manière générale, la radio étant probablement le plus chaud, c'est fascinant puisque chaque matin, dans la mesure où vous avez sur ces petits objets l'information en continu, vous avez les notifications qui tombent en continu. Quand vous rentrerez tout à l'heure dans votre voiture, si vous en avez une, vous mettrez France Info et vous aurez une deuxième couche. Quand vous arriverez chez vous, peut-être vous mettrez BFM, si vous voulez vraiment savoir si le type est mort ou pas, eh bien vous aurez une troisième couche. Avec plus de sauce, si je puis dire, avec des débats, vous aurez des débats contradictoires, des gens qui vont s'empailler, argumenter, etc. Comment voulez-vous que le malheureux patron du Figaro vous resserve une quatrième fois la même chose demain matin? Il est obligé d'être dans une logique qui est elle aussi l'innovation destructrice. Comme disait Peggy, le journal de la veille est plus vieux que l'Odyssée d'Homère. Et donc vous êtes obligé d'inventer. Que fait la radio en particulier? C'est très fascinant parce que là aussi ça mériterait une analyse vraiment de fond. Tocqueville avait inventé la notion de passion démocratique qu'il reprenait à Machiavel, à Hobbes, c'était dans la philosophie politique moderne. Et la notion de passion démocratique, c'est l'idée de passion qui traverse les classes sociales et les frontières, c'est-à-dire des passions qui sont populaires. On est tous pris dedans. Évidemment, quand on est dans la logique de l'audimat, ce qu'on est forcément quand on est présentateur ou politique, ou écrivain, qu'on est des électeurs, des lecteurs ou des auditeurs, le problème est le même, on est tous plus ou moins dans la logique de l'audimat. L'essentiel, c'est d'avoir une assiette assez large. Et par conséquent, si vous jouez sur les passions démocratiques, c'est beaucoup plus efficace que de jouer sur des passions qui seraient localisées, et limitées, en silo. Et donc, les passions démocratiques, c'est le carburant de la radio. Il y a 4 grandes passions démocratiques qui sont indexées sur les mouvements politiques en Europe. Et c'est tout à fait passionnant à analyser. Je vous l'indique juste au passage pour vous montrer comment on pourrait faire une analyse schumpeterienne généralisée. Il y a 4 passions très fortes. Il y a la colère, qui est extrêmement puissante. Contrairement à ce que disent les imbéciles, le ressort du Front National, ça n'est pas la peur. J'ai souvent rencontré Marine Le Pen et quelquefois son père. C'est les gens les moins peureux que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est même tout le problème. Ils osent tout, ils n'ont peur de rien. Et il faut être très courageux pour se faire détester à ce point par tant de gens. Hein. Et donc ce qui anime l'électeur du Front National, c'est la colère, évidemment. On lui a piqué son truc, sa radio, je ne sais pas quoi, le plombier polonais, que sais-je. Bon. Et donc c'est la colère. La peur est évidemment la passion fondamentale, la deuxième passion démocratique qui anime l'écologie. Tous les films éco-catastrophiques, la COP21 aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec ça, eh bien, le but final, c'est de dire, attendez, après ce sera trop tard, ayez peur, précipitez-vous. Et donc toute l'écologie repose sur la passion de la peur, ce que Hans Jonas avait parfaitement thématisé dans son livre, Le principe responsabilité. Il y a un chapitre qui s'appelle Heuristique de la peur. C'est la Bible des écologistes dans l'Europe du Nord, hein, le livre de Hans Jonas, ça a été vraiment le philosophe de l'écologie dans les années 70. Et vous avez ce chapitre consacré à l'heuristique de la peur, c'est-à-dire heuristique eurisco, je découvre en grec, hein, c'est l'idée que la peur nous fait découvrir les menaces qui pèsent sur le monde. Vous voyez ? Et donc la passion fondamentale, tout le but des films de Al Gore, de Yann Arthus Bertrand, de Nicolas Hulot, etc., c'est de nous faire peur pour qu'on prenne conscience. Hein, l'idée que la peur est une passion positive. Vous avez une troisième passion extrêmement forte, c'est la jalousie, c'est l'envie. Je n'aime pas les riches, avait dit notre président de la République. Souvenez-vous. Ben, je vais vous le dire, généralement, quand c'est son fric à soi, on se fait une raison. C'est celui des autres qu'on n'aime pas. Et donc, on voit bien la jalousie. Il y a quelque chose de... J'ai jamais vu une manifestation demandant à être payé moins cher. Il y a un truc qui ne colle pas dans cette phrase. Et donc, je n'aime pas les riches, c'est quelque chose qui est souvent très démagogique, parce que personne ne les aime, en vérité. Mais on aimerait bien être comme eux, de temps en temps. Et donc, quatrième grande passion, qui est très proche de la colère, elle se reflète sur le visage de Mélenchon en permanence, c'est l'indignation. Et c'est très proche, extrêmement proche. Il y a une quatrième passion, une cinquième passion dont je vous parlerai dans un instant, qui est peut-être aussi forte que les autres, mais qui fait moins recette parce qu'on ne fait pas des bonnes unes sur les trains qui arrivent à l'heure. C'est l'amour, évidemment, la fraternité.
Je vais y venir dans un instant. Mais voyez qu'on peut généraliser l'analyse de Schumpeter, y compris sur le plan moral, spirituel. Et au fond, la règle générale que je voulais en tirer est la suivante. Quel que soit le coin du passé auquel vous êtes attaché, que ce soit une maison d'enfance dans un paysage dévasté par des constructions modernes, que ce soit un coin de spiritualité, un coin de morale, ou que ce soit dans le domaine de l'économie où vous perdez un emploi parce que vous êtes ubérisé, que sais-je. Eh bien, quel que soit le coin du passé auquel vous êtes attaché, à un moment ou à un autre, ce monde schumpeterien, ce monde de l'innovation et de la rupture avec la tradition permanente, vous déplaira à un moment ou à un autre. D'ailleurs, Schumpeter ne cesse de le dire. Ce monde est bouleversant. Et c'est là qu'il est tragique. À la fois, il est de l'ordre du progrès, ce monde. Il apporte des choses extraordinaires. J'ai cité des chiffres tout à l'heure sur l'espérance de vie. Mais en même temps, il détruit les mondes anciens auxquels on peut être attaché. Légitimement, sans être un passéiste finkielkrautien, ou zémouriste. On peut très bien être attaché au passé pour des bonnes raisons. Du reste, mon ami Alain Finkielkraut est souvent attaché au passé pour des bonnes raisons. Je ne dis pas que c'est des vieux crétins. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on a évidemment un monde qui nous bouleverse en permanence, vous voyez bien. Et même si on est un libéral et qu'on écrit dans le Figaro, ben, il y a des choses qu'on n'aime pas quand le monde schumpeterien touche le mariage et l'homosexualité. Vous voyez. Et là, d'un seul coup, les libéraux cessent d'être libéraux. Parce qu'il y a un endroit où ils sont attachés au passé. Vous voyez l'idée. Et donc, on voit que là, je pense que pour rendre raison du paradoxe d'Easterlin, c'est déjà beaucoup plus puissant que les explications que j'ai évoquées tout à l'heure. On a un monde qui est profondément déchirant, voilà, et qui constamment suscite deux attitudes qui sont toutes les deux débiles, mais qui sont extrêmement présentes, optimistes et pessimistes. Alors vous avez des clubs d'optimistes de patrons qui disent oui, la crise n'est que dans les têtes, c'est uniquement psychologique, il faut de l'optimisme, etc. Bon, si on avait un peu d'optimisme, la confiance, alors le mot confiance, alors là ils jouissent en public quand on dit le mot confiance. Bon, mais c'est extraordinaire, optimisme, confiance, ah, formidable. Bon, c'est pas entièrement faux. Et puis vous avez au contraire ceux qui sont attachés au monde passé. Mes amis, Finkielkraut, Régis Debray ou d'autres, et qui sont au contraire dans la déploration permanente parce qu'ils voient que ce monde de la modernité détruit ces mondes passés auxquels ils sont attachés. Identité perdue, frontières qui disparaissent, etc. Voyez ? Et donc le monde capitaliste suscite en permanence un débat entre pessimistes et optimistes, débat que je crois stupide parce que la vérité c'est que c'est le tragique qui domine ce monde. C'est ni l'optimisme ni le pessimisme. C'est un monde profondément déchiré, tragique. Et il y a, j'évoquais le mariage gay, et ce sera ma troisième série de remarques, et c'est les seules qui m'intéressent vraiment. En fait, tout ce que je vous ai dit là, c'était simplement le cadre pour arriver à ce qui m'intéresse vraiment. Tout ce qui nous rend, puisque le fil conducteur, c'est la question du bonheur, tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux. Kant avait analysé ça de manière géniale, déjà, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Que ce soit la connaissance, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, tout ce qui peut nous rendre heureux sur le moment est susceptible immédiatement de nous rendre malheureux. Et l'amour est l'exemple type. Et je voudrais en parler un peu dans ce contexte schumpeterien. Pourquoi ? Parce que l'histoire du mariage gay, c'est l'aboutissement d'un récit magnifique, qui est le récit de l'invention du mariage d'amour. Vous savez que j'en ai déjà parlé, j'ai écrit 3 ou 4 livres sur cette histoire, et je pense que le mariage gay, ce mariage schumpeterien, si je puis dire, cette innovation destructrice de la vision traditionnelle de la filiation familiale, cette déconnexion entre le principe biologique et le principe de l'amour, justement, eh bien, ce mariage gay, il est l'aboutissement de la déconnexion entre la logique de l'amour d'un côté et celle des principes traditionnels de l'autre. Que nous apprennent les historiens sur l'histoire du mariage d'amour. Et cette histoire est vraiment fascinante, et permettez-moi d'y revenir un instant dans ce contexte-là. Et même ceux qui m'ont déjà entendu dans cet exercice, soyez patients, parce que d'abord la répétition est l'âme de l'enseignement, et ensuite je voudrais vous lire les textes maintenant, que je ne vous ai pas lus, parce qu'il faudrait que vous soyez capable aussi de faire le lien entre les idées mais les textes, que vous puissiez lire aussi ces textes.
Les grands historiens du mariage d'amour, et donc je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi les cours de l'année dernière, le plus grand c'est Philippe Ariès, hein, L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime, livre magnifique, invente une nouvelle histoire. D'ailleurs on l'a appelé la nouvelle histoire pour cette raison, puisque jusqu'alors les historiens ne s'étaient jamais intéressés vraiment à l'histoire de la vie quotidienne dans les temps anciens. Comment on mangeait, comment on mourait, comment on se mariait, comment on élevait ses enfants. Tout ça ne faisait pas partie des scanners des historiens, si je puis dire. On s'intéressait à la diplomatie, à l'histoire de l'art, à l'histoire des guerres, à l'histoire des grands hommes, mais pas à l'histoire des petits hommes, des petits humains et à leur vie quotidienne. On a appelé cette histoire l'histoire des mentalités, ou la nouvelle histoire. Et Philippe Ariès, dans ce livre magnifique, qui a d'ailleurs écrit aussi un livre superbe sur la mort et l'Occident, c'est un livre extraordinaire, eh bien, il nous enseigne 3 choses qui après vont être explorées par d'autres historiens, comme Edward Shorter, comme Jean-Louis Flandrin, formidable, mon ami François Lebrun aussi, qui est mort il y a quelques années et qui a écrit un petit livre magnifique qui s'appelle « La vie conjugale sous l'Ancien Régime ». Magnifique petit livre, tout petit mais extraordinaire, dans le sillage d'Ariès, hein, tout à fait dans le même style. Eh bien, les historiens de l'histoire de l'amour nous apprennent 3 choses. Après, je vous montrerai pourquoi ce qui nous rend heureux nous rend malheureux sur ce chapitre. Enfin, peut nous rendre malheureux, c'est aussi une très grande joie, évidemment. C'est ça le tragique même, c'est les deux faces de la médaille. Premier enseignement des grands historiens, au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour. Comme vous le savez, le principe du mariage, c'est le lignage, donc la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, et c'est la biologie et l'économie. On est dans le monde féodal, donc on n'est pas dans le monde salarial, on n'est pas dans le monde ouvrier, dans le monde capitaliste, le monde industriel moderne n'est pas encore là, et donc il faut fabriquer des bras pour faire tourner la ferme. Et donc on est dans une logique dans laquelle le mariage n'a strictement aucun rapport avec l'amour. C'est pour ça que ça tient et qu'on ne divorce pas. C'est comme ça n'a aucun rapport avec l'amour, le fait de ne pas s'aimer n'est pas un motif de divorce. Et donc le mariage est fondé, encore une fois, sur le lignage, la biologie, l'économie. Et je vais vous lire les textes de Montaigne, vous allez voir, ils sont fascinants. Dans le livre 3 des Essais, le chapitre 5 qui est consacré à la vie privée. Et puis vous vous souvenez, j'avais raconté l'année dernière, pour ceux qui étaient là, cette anecdote que j'aime bien d'Ève Ruggieri, vous savez, qui me jure que l'anecdote est vraie, donc, qui montre bien que le mariage n'a aucun rapport avec l'amour. C'est un aristocrate, on est au Moyen-Âge, qui part pour un long voyage. Il n'y a pas le téléphone, il rentre à l'improviste, grave erreur, jamais faire ça, il n'a pas pu prévenir sa femme, il pousse la porte de son boudoir et il trouve sa femme agenouillée au pied de son meilleur ami, en train de pratiquer ce qu'on appelle communément une bonne manière. Je vous laisse imaginer la scène qui, hélas pour le mari, ne prête à aucune espèce d'équivocité. C'est très clair, ce qui est en train de se passer. Et tout de même le mari, un peu choqué, met les mains sur les hanches et dit « Mais enfin madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce. » Là je l'aime beaucoup celle-là, parce que évidemment, comme il n'y a pas d'amour-passion, il n'y a pas non plus de jalousie, mais il y a le souci du lignage et de la bienséance, c'est autre chose. Ben oui, je vois que ça plaît beaucoup toujours, j'adore, parce qu'elle est à la fois drôle, mais en même temps elle est parfaitement typique. Hein. Et donc on a aussi ces textes de Montaigne incroyables que j'ai sous les yeux, je vous ai photocopiés pour ne pas vous dire de bêtises. Et il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, il écrit ça, écoutez bien, parce que la phrase est difficile, j'ai vu parfois guérir de manière honteuse et déshonorante, écoutez bien, hein, j'ai vu parfois guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage. Vous voyez, c'est dire à quel point on n'est pas dans la logique du mariage d'amour. Un bon mariage, s'il en existe, ça c'est très bien, ça c'est tout Montaigne, un bon mariage, s'il en existe, refuse la compagnie et les manières de vivre de l'amour. Ça n'a aucun rapport. Il est tout à fait typique du Moyen-Âge. Ce n'est pas du tout une idée spéciale de Montaigne. C'est absolument raccord avec la... Il tâche d'imiter celle de l'amitié. Autrement dit, ce qui est recommandé dans le mariage, c'est l'amitié, une espèce de tendresse, de complicité avec sa femme ou avec son mari, mais certainement pas l'amour. L'amour-passion, c'est une catastrophe. Et vous allez voir à quel point. C'est une douce communauté de vie, pleine de continuité, de confiance et d'un nombre infini d'utiles et de solides services et d'obligations mutuelles. Aucune femme qui en savoure le goût ne voudrait tenir lieu de maîtresse et d'amie à son mari. Vous voyez, il ne faut surtout pas épouser sa maîtresse, vous allez voir ce qu'il en dit, hein, et ni épouser son amant. Pensez aux mythes amoureux du Moyen-Âge. Évidemment, ils ont tous à l'époque Tristan et Isolde en tête. Ils sont mariés, mais l'amour-passion est hors mariage, évidemment, hein, chez Tristan comme chez Isolde.
Voilà, si elle est logée dans son affection en qualité d'épouse, donc si elle est logée, cette femme bien, cette épouse, donc si elle est logée dans la tête de son mari, dans le cœur de son mari, hein, si elle est logée dans son affection en qualité d'épouse, elle y est logée bien plus honorablement et plus sûrement que si elle était la maîtresse, c'est-à-dire l'amour-passion. Il arrive en ce domaine ce qu'on voit pour les cages. Les oiseaux qui sont dehors désespèrent d'y entrer et par un égal souci, ceux qui sont dedans désespèrent d'en sortir. Celle-là, je la trouve absolument magnifique. Hein, le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dedans rêvent d'y entrer et ceux qui sont dedans, par un égal souci, ne veulent qu'en sortir. Et écoutez encore Montaigne. Je ne vois pas de mariage qui échoue et soit troublé plus tôt que ceux qui sont mis en route par la beauté et les désirs amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus stables et y marcher avec précaution. Cette bouillante allégresse n'y est pas bonne. Et je pourrais multiplier les textes à l'infini. Et il s'adresse aux hommes et il leur dit ceci. Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse. Épouser la femme qu'on aime, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est très élégant. C'est ma rubrique Ami Poète Bonjour, mais c'est du Montaigne et je ne peux pas le changer. Ah, c'est pas mal, hein. Et donc, Ariès, évidemment, sur la même ligne que Montaigne, Montaigne est simplement représentatif de son temps, ne cesse de montrer comment, bien sûr, parfois, les gens s'aiment dans le mariage, au Moyen-Âge, ça peut arriver. Mais c'est assez rare et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est une association de complicité amicale dans le meilleur des cas. Mais il faut dire aussi une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, pour les raisons que j'ai évoquées au passage tout à l'heure, sans les nommer, mais la mortalité étant très précoce, lorsqu'on s'engage pour l'éternité devant le prêtre, c'est une éternité qui dure 6-7 ans, voilà. Donc c'est tenable, si je puis dire. Aujourd'hui, ça commence à y ressembler. Et donc c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Et donc on a des accidents de parcours qui sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, puisque, et c'est ça que veut dire Montaigne, si vous fondez, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'est pas du tout idiot. Il veut dire, si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, vous inventez le divorce. Ce qui d'ailleurs, historiquement, sera exactement le cas. On va inventer le divorce en 1884, quand l'amour sera devenu, pratiquement dans la classe ouvrière, le principe systématique du mariage. Et donc on va inventer le divorce. Pourquoi? Parce que si vous fondez le mariage sur l'amour-passion, vous le fondez évidemment sur quelque chose qui est éminemment fragile et variable. C'est très difficile de maintenir la passion amoureuse pendant 40 ans. En vérité, c'est impossible. Et donc, dans le meilleur des cas, la passion amoureuse se transforme en quelque chose qui tient la route. Dans le meilleur des cas, ça peut être une amitié amoureuse. Dans le meilleur des cas. La plupart du temps, c'est de l'indifférence ou de la haine. Et donc, 60% de nos mariages se terminent par un divorce au bout de 7 ans, dans les grandes villes occidentales. Hein? Et donc, c'est ça que veut dire Montaigne, encore une fois. Fonder le mariage sur l'amour-passion, c'est inventer le problème du couple moderne. Encore une fois, comment faire durer la chose. Alors, il y a un auteur que j'adore, qui est Denis de Rougemont, qui est un philosophe suisse, qui est mort il y a quelques années, et qui a énormément écrit sur l'histoire du mariage d'amour. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'amour et l'Occident. J'aime beaucoup Rougemont. Et alors, il défendait une thèse très forte. Il disait, voilà, comme on sait que l'amour-passion, ça va disparaître, que ça va s'éroder, eh bien, il faut passer de l'amour-passion à l'amour-action, disait-il. Vous voyez ce que ça signifie? Il faut construire sa vie amoureuse, il faut construire la vie avec son épouse, avec son mari, il faut décider qu'on reste avec elle, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut passer les épreuves au lieu de zapper, au lieu d'être, comme il dit très joliment, des Don Juan au ralenti. Hein, on change de mari ou de femme tous les 10 ans. Il dit non, il faut persévérer, il faut passer de l'amour-passion à l'amour-action. Moyennant quoi, il est parti avec sa secrétaire. Ça m'a toujours fait hurler de rire, parce que j'ai fini par apprendre ça. J'aurais rêvé de le rencontrer, il est mort avant que je ne puisse le rencontrer, pour lui demander comment il justifiait la chose par rapport aux nombreux ouvrages qu'il avait écrits pour encourager le peuple dans cette direction qu'il n'avait pas suivie. Enfin, c'est fréquent chez les philosophes. Deuxième enseignement des historiens, je vais aller très vite parce que là encore, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoique ce soit absolument passionnant, mais je voudrais arriver à l'essentiel et pas parler trop longtemps. Deuxième enseignement des historiens, on ne se marie, non seulement on ne se marie pas par amour, mais on ne se marie pas, on est marié. On n'est pas simplement marié par les parents, comme dans les pièces de Molière, mais on est marié par les villages, parce que le mariage est une fête communautariste, on dirait aujourd'hui. Il s'agit par exemple de réconcilier des familles qui sont fâchées entre elles, de mettre des parcelles de terrain ensemble qu'on pourra cultiver plus facilement. Et dans la haute aristocratie, c'est pareil, on marie les princesses et les princes pour des politiques de puissance. Et donc le mariage est une occasion, encore une fois, de réconcilier des membres de la communauté, quelle qu'elle soit.
de mettre ensemble en tout cas les membres de la communauté. Et donc le mariage est décidé même pas par le père de famille, bien sûr il a son mot à dire et qui est le plus important, mais il est décidé par le village tout entier. Et voilà pourquoi une pratique a passionné les historiens de la vie privée, la pratique du charivari. Le charivari, quand un homme est... Alors nous, on a gardé simplement l'idée de boucan. Non, on dit à ses enfants, arrêtez ce charivari pour dire arrêtez le chahut. Bon. Non, le charivari, quand un homme est cocu, quand il est trompé par sa femme, comme ce sont les paysans qui les ont mariés, ce sont les paysans qui vont se charger, les villageois, de rappeler la loi du mariage. On va choper le malheureux dans son champ, on l'assied à l'envers sur un âne, et ça s'appelle l'azouad. C'est intéressant que ça ait donné lieu à des vocables, parce que ça signifie que ces coutumes ont vraiment existé de manière très répétitive, habituelle, sinon elles n'auraient pas donné lieu à un vocabulaire. Donc on l'assied à l'envers sur un âne pour montrer qu'il ne va pas droit, on lui fait traverser le village sous les colibets, les crachats, les légumes pourris, on le cogne un peu, et puis on remet les deux époux dans leur maison, et là commence le charivari proprement dit, qui est censé rappeler la loi du mariage, qui malgré tout est la fidélité, le lignage oblige. Et donc on va taper sur les murs quelquefois jusqu'à 48 heures avec des pelles, des pioches, des poêles, des casseroles. Et quelquefois même on organise une espèce de faux carnaval, de faux musiciens avec des instruments de musique comme les crécelles qui font un boucan du diable. D'où le charivari, vous voyez. Et pour rappeler encore une fois aux deux époux quelle est la loi du mariage. Aujourd'hui, évidemment, ça ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de pratiquer de même dans un dîner en ville, en particulier, même si on sait que quelqu'un est trompé, ça, on n'en parle pas, on sait que ça appartient à la vie privée, c'est même l'objet par excellence de la discrétion. Là, au contraire, tout le monde s'en occupe parce que c'est le village qui a marié les jeunes gens et c'est le village qui rappelle la loi du mariage. Donc, on ne se marie pas, on est marié. Et puis, troisième enseignement, c'est le capitalisme, et c'est pourquoi je vous parlais de Schumpeter. C'est le capitalisme qui invente le mariage d'amour, évidemment. Et là, la thèse est très bien développée par Edward Shorter dans ce magnifique livre qui s'appelle « La naissance de la famille moderne ». Comment ça fonctionne? C'est assez... Je vous donne le raisonnement squelettique, mais c'est le bon. Et il est très convaincant, il est très juste. Mettez-vous à la place d'une petite gamine, mettons une petite bretonne de 15 ans qui va quitter son village, quitter sa Bretagne natale pour aller, comme on dit, monter à la ville, être ouvrière dans une usine. Capitalisme invente le marché du travail et le salariat. Et puis il invente le monde industriel et puis les grandes villes. Bon, eh bien cette petite gamine, elle va monter à la ville. Écoutez bien les mots, ils ont beaucoup de sens. Hein. Elle va cesser d'être un membre d'un corps social. Les métaphores biologiques sont très importantes. Elle n'est plus le membre d'un corps social. Un membre, ça ne s'arrache pas du corps. Si vous arrachez un bras, vous mourrez. Eh bien, elle cesse d'être le membre d'un corps social pour devenir un individu. On invente le mot individualisme dans les années 1830 pour décrire ce mouvement d'arrachement des individus qui montent à la ville, qui quittent les campagnes pour aller travailler dans les usines. Et qu'est-ce qui se passe pour cette gamine ? Elle va bénéficier d'une double liberté qui sera à l'origine du mariage d'amour. La première liberté, c'est la distance, tout simplement. La distance par rapport au curé du village, par rapport à la famille, par rapport à ce village où elle était mariée sans qu'on lui demandât son avis. Là, la distance, vous voyez comme c'est très très profond. La distance, c'est l'invention de la laïcité en Europe. Parce que cette distance par rapport au village, c'est-à-dire par rapport à la religion, qui domine complètement, qui organise le village, hein, eh bien cette distance va permettre de considérer la religion de l'extérieur et par conséquent de la choisir ou de la rejeter. Autrement dit, d'en faire une affaire personnelle. Vous voyez, j'ai la foi ou je n'ai pas la foi, mais je peux choisir. Et donc cette distance, c'est déjà un facteur de liberté extrême. Elle échappe à ce que les sociologues appellent le contrôle social. Et puis deuxième liberté, et là Marx s'est trompé, le salaire. Le salaire, tout ça, c'est l'histoire des femmes en vérité. Le salaire, c'est une formidable émancipation pour les femmes. Le fait d'avoir un revenu, ça confère une autonomie matérielle, financière à ces jeunes femmes qui vont leur permettre de dire non au village. Je ne veux pas être mariée avec le un tel que vous avez choisi pour moi de toute éternité pour mettre des parcelles de terrain ensemble. Non, je veux me marier. Et à la différence des enfants dans les pièces de Molière, eh bien, cette jeune fille, elle a les moyens de sa politique parce qu'elle a une autonomie matérielle. Et du reste, mesdames, que vous vouliez divorcer ou que vous vouliez vous marier, si vous n'avez pas un revenu et une autonomie matérielle, vous ne pouvez pas y arriver. C'était la condition des femmes pendant des siècles.
Et là, justement, la condition ouvrière va permettre à cette jeune fille peut-être de prendre une chambre de bonne avec une copine ouvrière comme elle, et donc de dire non au village. Je ne veux pas être mariée, je veux me marier avec le untel qui travaille là-bas à l'établi, ce jeune homme bien fait pour lequel j'éprouve du sentiment. Et c'est comme ça que le mariage choisi et le mariage d'amour ne font qu'un. On va rentrer dans la logique du mariage choisi, du mariage d'amour. Mais voyez que c'est le tragique même. Parce que cette logique-là, c'est aussi l'invention du divorce. Et donc, ce progrès extraordinaire, quelle est la femme dans l'Assemblée? Et même l'homme, il faut bien le dire, il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. Quel est l'homme ou la femme dans notre Assemblée qui voudrait revenir au mariage arrangé? Personne. Il y a, selon un rapport rédigé par un médecin indien pour l'ONU en octobre dernier, pas celui-là, celui d'avant, vous trouverez ça facilement sur Internet, on prévoit d'ici 2025 130 millions de mariages forcés de petites filles, des bébés roses, des 6 ans, 7 ans, c'est une horreur. Bon, personne en Occident ne veut revenir à ça. Bon. Et en même temps, le prix à payer est très lourd. Le prix à payer est très lourd parce que c'est le prix du divorce. Que disent, je sais pas, les Iraniens ou les Nigérians quand on leur vend, nous, notre mariage choisi, la liberté des femmes et tout ça? Ils disent, mais attendez, c'est l'horreur. Vous passez votre temps à divorcer, vous passez votre temps à vous tromper les uns les autres, vous sombrez dans la pornographie, etc. Et donc, ils ont évidemment des arguments. Celui du divorce est évidemment assez fort, en disant, mais votre mariage choisi, votre mariage d'amour, c'est le divorce, ce qui est vrai, évidemment. Voyez. Et donc on a, mais je préfère 1000 fois ça. Moi j'ai divorcé déjà un certain nombre de fois, donc je suis un échantillon représentatif. Mais évidemment qu'on préfère tous quand même la liberté. Pourquoi c'est bien la liberté? Parce que évidemment, la liberté et l'amour, c'est beaucoup plus difficile que l'entonnoir de la tradition. Quand les gens n'avaient pas à choisir, ah oui, en effet, ils ne divorçaient pas. Mais voyez le mariage bourgeois, au fond il y a 3 âges du mariage. Il y a l'âge aristocratique, je l'ai évoqué tout à l'heure avec cette anecdote plaisante, amusante, le mariage aristocratique. Bon, on ne divorce pas puisque le but du mariage, le motif du mariage n'est pas l'amour. Vous avez un deuxième âge que la droite idéalise aujourd'hui. Elle dit c'était mieux avant, hein, laudator temporis acti, comme disait mon vieil ami, éloge des temps révolus. C'était mieux avant, et on fait l'éloge du mariage bourgeois, en gros 1850-1950. Mais ce mariage bourgeois était atroce en vérité. Regardez nos présidents de la République, qui en sont la plupart du temps jusqu'à Sarkozy qui a divorcé, mais c'est le premier. C'est un mariage dans lequel on s'aime 6 jours, on s'emmerde 60 ans, si on y arrive du moins, et on trompe sa femme à pied, à cheval et en voiture dans une institution sans laquelle cette famille bourgeoise n'aurait jamais existé, qui s'appelle le bordel. Soyons clairs. Et regardez, encore une fois, nos présidents de la République sont parfaitement à l'image de cette famille bourgeoise. Le divorce, ça ne se fait pas, on carbonise sa vie politique si on divorce. Le premier, encore une fois, à divorcer, d'ailleurs, pas de son plein gré, c'est Nicolas Sarkozy, mais avant ça ne se faisait absolument pas. Mais il y a des livres entiers sur les infidélités de Chirac, de Giscard et des autres, et de Mitterrand. Bon. Et donc on était dans une famille bourgeoise où le divorce n'existait pas, mais l'hypocrisie, les mensonges et les secrets de famille, eux, ils existaient. Et puis on a un troisième âge de la famille, c'est l'âge actuel, et c'est cette famille moderne, oui, où on divorce beaucoup, mais c'est pas parce que la famille est morte, comme on le dit bêtement, ou parce que le mariage va mal, c'est simplement parce que la liberté et l'amour, c'est très difficile. Montaigne avait raison. La passion amoureuse, comme fondement de la famille, c'est un très grand risque, bien sûr. Et en même temps, on ne veut pas y renoncer. Nous aimons l'amour. Et je termine avec ça, oui. Encore 5 minutes, si vous voulez bien, parce que j'arrive enfin à l'essentiel, au vrai tragique. Ah, il m'aurait fallu un... Zut, caramba, il m'aurait fallu un paperboard, je ne sais pas comment on dit en bon français, enfin un tableau, tout bêtement. Ça aurait été beaucoup plus clair. Vous avez dans la philosophie de Platon, de manière générale dans la mythologie grecque, mais dans la philosophie de Platon, vous avez une analyse d'Eros qui est vraiment, vraiment grandiose. Alors je vous la fais sans dessin, mais c'est dommage, parce que pour Eros, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est dans le banquet, tout simplement, de Platon, dans ce fameux banquet, ce dialogue sur l'amour, où Eros est présenté par Diotima. Diotima qui est une femme sage, mais non pas une sage-femme, comme la mère de Socrate, mais une femme sage, et qui représente le point de vue de Platon, en vérité. Et Diotima explique que Eros, le petit Eros, donc le dieu de l'amour, il a une ascendance bizarre. Il a un père et une mère extrêmement étranges. Il est fils de Poros et de Pénia. Qu'est-ce que ça veut dire? Poros,
Poros, c'est l'astucieux, celui qui trouve des solutions à tout. On traduit par expédient, réaction idiote. C'est vraiment l'astucieux, Poros. D'ailleurs, ça a par exemple donné en français aporie. Quand on dit les dialogues de Platon sont aporétiques, c'est vrai qu'ils n'ont pas de solution en fin de parcours. Les dialogues aporétiques, c'est les dialogues qui n'ont pas de happy end, qui ne trouvent pas une solution. Poros, c'est celui qui trouve des solutions à tout. C'est l'astucieux. Il a toujours une astuce, il est capable de tout bricoler. Peña, c'est la misère. Et Eros est fils de Poros et de Peña. Il est fils de l'astuce et de la misère. Et ça veut dire quelque chose d'extrêmement profond, mais très tragique aussi. En fait, ce que Platon a en tête, c'est pour ça que j'aurais voulu avoir un tableau, il a en tête le schéma du plaisir et de la douleur. Je vous rappelle en 2 mots ce schéma, mais même sans tableau, vous allez comprendre. Puis j'ai presque fini. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? Le plaisir, prenez l'exemple de la faim ou de la soif, mais enfin le désir érotique est dans la même configuration. Le désir, c'est un schéma à 3 temps. Vous partez d'un état stable, où vous n'avez ni faim ni soif. Vous êtes en harmonie avec le monde, vous ne ressentez rien. Donc vous partez d'un plateau, c'est un processus en 3 temps. Et puis, insensiblement, c'est une pente douce. Notez bien que c'est une pente douce. La faim et la soif s'installent, insensiblement. Vous ne le sentez pas tout de suite. Puis à un moment, vous dites, ah, j'ai soif. Bon. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rétablissez l'équilibre d'un seul coup. C'est le schéma du plaisir, vous avalez un grand verre d'eau fraîche ou de ce que vous voulez d'autre, et ça vous procure un plaisir intense. Schéma à 3 temps. Équilibre de départ, déséquilibre lent, retour à l'équilibre rapide. La douleur, c'est le même schéma à l'inverse. On part d'un équilibre, là aussi, le corps est en équilibre avec le monde, mais la rupture est brutale. Je me coupe le doigt bêtement, et ça fait très mal. La rupture est brutale, et en revanche, le retour à l'équilibre est lent. Ça s'appelle la cicatrisation. Personne ne dira que la cicatrisation fait plaisir. Dans le meilleur des cas, on ne s'en aperçoit pas. Et donc, vous avez ce schéma-là. C'est le schéma d'Eros. Eros n'est pas possible sans le manque. Eros, c'est une figure de l'amour très particulière, c'est pas philia, c'est pas agapé. Eros, c'est une figure de l'amour, comme pour la faim et pour la soif, c'est une figure de l'amour dans laquelle le manque est aussi important que la présence. Le manque de l'être aimé est aussi important que la présence de l'être aimé. Il faut les deux. Il faut le manque pour avoir soif et il faut le verre d'eau pour boire. Il faut le manque et il faut le comble, si je puis dire. Mais il faut les deux. L'un sans l'autre, ça n'existe pas. Si on était sous perfusion en permanence, on n'aurait absolument aucune envie ni de manger ni de boire. Et voilà pourquoi Montaigne dit le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors rêvent d'y entrer, mais ceux qui sont dedans n'ont qu'une envie, c'est d'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est comme si on n'avait jamais faim, jamais soif. L'être aimé, il est là sur l'évier en permanence, si je puis dire. Le garde-manger est toujours plein. Et donc on finit par, dans le mariage par organiser des manques, parce que si on n'organise pas des manques, ça devient un tue-l'amour, le mariage. Ça tue Eros, évidemment. La présence permanente de l'être aimé, c'est comme si, encore une fois, on était sous perfusion de nourriture et de boissons en permanence. On n'aurait jamais envie de boire ni de manger. Et donc on organise des manques. Alors moi j'ai des amis, j'ai un de mes copains intellectuels célèbres qui vient de faire d'ailleurs la une d'un grand hebdomadaire, il fait en sorte de ne pas habiter dans la même ville que sa femme. Ah, ça facilite les choses évidemment, comme ça quand on se retrouve, eh bien on est ravis. Et puis la plupart du temps, ce qui est la figure hélas la plus simple et la plus courante, on se dispute et puis on se réconcilie. Mais de toute façon, on organise, vous savez, Schopenhauer avait cette image que j'aime beaucoup, il disait les humains sont comme des petits hérissons. Quand il fait froid, ils se rapprochent, mais comme ils ont des piquants, ça les pique. Et donc ils s'éloignent, ils ont froid à nouveau. Voilà, c'est exactement ça. Et donc c'est cette image, avec cette structure du plaisir et de la douleur qui est derrière, c'est cette image d'Eros que... Et voyez pourquoi il est fils de Poros et de Peña. Parce qu'Eros, c'est Don Juan évidemment, il est très astucieux, c'est un dragueur fou, il trouve toutes les astuces pour séduire. Et en même temps, il est constamment dans la misère. Il est constamment dans la misère parce que chaque fois qu'il a trouvé un objet de satisfaction, il replonge dans le manque, évidemment. De même que la soif et la faim se reproduisent chaque jour. Et donc, il est dans cette structure contradictoire en permanence. C'est une des structures les plus fortes du tragique. Et voilà pourquoi Platon disait, la métaphore est très belle, il disait, j'ai le texte sous les yeux, il est magnifique, il disait Eros n'est ni mortel ni immortel, ça n'est ni un humain ni un dieu. Pourquoi? Parce qu'il renaît sans arrêt.
Il meurt et il renaît sans arrêt. Il n'est ni mortel ni immortel parce qu'il est les deux. Eros meurt et renaît comme la soif et la faim meurent quand on a bu et mangé et renaissent aussitôt. Donc il n'est ni mortel ni immortel. Et j'aime beaucoup la suite. Il n'est ni sage ni imbécile. Il est philosophe. Pourquoi? Parce que le sage... les crétins sont comme les morts, ils ne savent pas qu'ils sont crétins. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Et il y a cette idée chez Platon, et par conséquent, le sage, l'imbécile, n'a pas besoin de philosophie ni de sagesse, puisqu'il est convaincu qu'il l'a déjà et rien ne lui manque. Quant au sage, il n'est pas philosophe, puisqu'il est sage, et il n'est pas en quête de la sagesse. Philosophie, ça veut dire la quête de la sagesse, comme vous le savez. On dit amour de la sagesse, mais c'est quête de la sagesse, en vérité. Et donc, Eros n'est ni imbécile, ni sage, il est philosophe parce qu'il est constamment dans la quête de la sagesse. Et il est constamment ni dans l'imbécilité qui manque de sagesse, ni dans la sagesse qui n'a pas besoin de la philosophie, puisque le sage est celui qui vit dans la sagesse. Le sage, c'est Bouddha, c'est Socrate, c'est Jésus, c'est pas Platon. Bouddha, Socrate et Jésus n'ont jamais rien écrit, ils n'étaient pas dans le commentaire, ils ne commentaient pas la sagesse, ils la vivaient. Platon, lui, il écrivait sur Socrate. Vous voyez l'idée. Voilà pourquoi je pense que cette catégorie du tragique, c'est la bonne catégorie pour penser le monde dans lequel nous vivons, qui est plein de beauté, qui est plein de grandeur, qui est plein d'avantages aussi, tout bête. Et donc, je ne crois pas beaucoup au paradoxe d'Hüsterlin, mais pour autant que ce paradoxe soit juste, je pense que c'est la catégorie du tragique qui en rend raison. Au fond, tout ce que nous vivons dans ce monde capitaliste est de l'ordre du progrès et de l'ombre, de la lumière et de l'ombre. Et le meilleur exemple, encore une fois, c'est celui de cette histoire du mariage. Je trouve que c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on peut appeler le tragique, à la fois quelque chose de formidable. Cet amour est extraordinaire et en même temps, c'est aussi ce qui nous rend en permanence le plus malheureux. Rien n'est pire que la perte de l'être aimé. Le deuil de l'être aimé est probablement, quelle que soit la forme que prenne ce deuil, que ce soit la forme d'une séparation, d'un divorce ou de la mort, dans tous les cas de figure, le deuil de l'être aimé, c'est probablement l'épreuve humaine la plus intense et la plus pénible qui soit au monde. Et évidemment, elle est inévitable. C'est le tragique même. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le pessimisme et l'optimisme. Mais au fond, cette structure du capitalisme, elle est essentiellement tragique. Schumpeter a raison, Max Weber a raison, Nietzsche a raison. Je pense qu'ils ont raison. Contre Jésus et Marx, qui sont des grands optimistes, finalement. Sympathiques, mais je dirais... peu crédible, sauf si on a la foi. Ce sont des religions. L'une, une religion monothéiste, l'autre, une religion de salut terrestre. Là, on est dans des visions laïques du monde qui me conviennent mieux, même si je préférerais autre chose. Merci de votre attention.